Bonjour, bienvenue à une autre capsule de SICU concernant les contrôleurs KE2. On est en évolution vers les différents paramétrages des différents contrôleurs. Aujourd'hui, on va voir le KE2 Adaptive. Le KE2 Adaptive, sa particularité, c'est qu'il fait du dégivrage à la demande. Je vous invite toujours à aller voir le tableau pour connaître en fait les différentes caractéristiques des contrôleurs. On a fait une vidéo là-dessus, le vidéo 10. Donc, si vous regardez, on a déjà fait le KE2 RTEM plus Defrost, le KE2 RTEM plus Valve, KE2 Low Temp, et aujourd'hui, on va faire le KE2 Adaptive. Donc, si vous regardez complètement en bas, je vous invite toujours à venir voir ici le manuel d'utilisation, le Q1.535 qui est le manuel Q1.35 qui est le manuel d'installation et aussi de service. Donc aujourd'hui, on va faire le paramétrage. Donc le KE2, on n'oublie pas, Adaptive utilise seulement une valve mécanique. Donc passons à ce moment-là, je vais le contrôleur ici et on va aller voir le manuel d'installation. Donc le Q1.35, comme on mentionnait. Donc le Q1.35. Chose à noter, c'est que on a trois capteurs maintenant. On a toujours les sensors, c'est tous les mêmes. On a juste changé dans certains modèles les couleurs pour faciliter, vu qu'il y a plus de capteurs de température, de thermistance. Donc, un des critères, c'est que vous allez toujours avoir votre sonde à air. Ça ne change pas. Vous aviez, dans le cas du KE2 Low Temp, une sonde de coil qui nous aidait à faire la fin de dégivrage au lieu d'utiliser un cliqueson. C'est plus précis. Et maintenant, on va utiliser une deuxième sonde de coil sur l'input auxiliaire, en fait. Fait que là, on a deux sondes de coil pour être capable de bien définir au moment de faire le dégivrage. On a besoin de plus de précision au niveau des données de l'évaporateur pour en comprendre les performances. Euh, L'autre composant qui vient avec le KE2, à ce moment-là, vous allez avoir ici une petite carte. Si ce n'est pas déjà celle qui est utilisée dans l'évaporateur existant, fait que vous avez tous les circuits avec les fusibles qui vous protègent là, pour ventilateur, les éléments électriques et le compresseur ou la vanne solénoïde. OK? Donc ça va. Ce qui nous intéresse également, c'est 13. Donc ici, on va voir encore une fois que, comme on l'avait vu dans le cas de l'OTEM, vous avez votre sonde à air, vous avez une sonde de coil, et maintenant, la sonde auxiliaire 1 va devenir une deuxième sonde de coil. On n'aura pas le choix d'en avoir deux. Très recommandé d'utiliser deux capteurs de température, puis c'est avec ça qu'ils sont livrés. Donc, il vous reste un auxiliaire 2 input seulement pour faire d'autres options qu'on va voir un petit peu plus bas. Donc, si on retourne un peu plus bas au manuel d'installation, c'est ce qu'on avait ici, c'est toujours pareil. Donc, je répète rapidement, la lumière rouge n'est pas utilisée dans ce cas-là. La lumière jaune, si vous avez une lumière jaune, c'est que vous avez une alarme non critique, exemple alarme haute et basse température. L'alarme ici, le LED vert, s'il est plein, on, ça veut dire que le compresseur est alimenté. S'il est à off, le compresseur n'est pas alimenté. Et s'il est à ce moment-là clignote, si la lumière clignote, c'est votre délai. Donc, un time delay sur le compresseur pour éviter les cycles courts. Donc, en appuyant les boutons soit Enter ou Back, c'est ce qu'on voit ici. Si on applique le bouton exemple Enter, on va voir le menu Basic. Le menu Basic, là, on en a trois menus en fait. Vous allez avoir le menu Demande Defrost si vous avez choisi le dégivrage à demande par défaut. OK? Et si vous avez choisi Defrost Schedule, il y a deux modèles. Soit vous faites du DPD, un nombre de dégivrages fixe par jour. Si vous choisissez 4, c'est 1 au 6, 24 divisé par 4, 1 aux 6 heures. Si vous choisissez Custom dans le Defrost per Day, là, il va vous ouvrir D1, D2, D3, puis vous allez donner l'heure au contrôleur, et vous pouvez choisir 12 dégivrages à l'heure que vous voulez faire les dégivrages. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus le menu avancé.
Et aujourd'hui, je vais m'attarder plus à la section du dégivrage à la demande. On va voir chacun des points de consigne du contrôleur à partir de l'affichage. Donc, ce qui nous intéresse ici, ça va être le menu qui va nous noter Advance. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Il y a le menu Avancé. Et on va aller chercher toutes les valeurs ici qui sont dans le domaine Defrost. Par défaut, c'est ce qu'il vient choisir. Donc, on va faire une transition au niveau ici du contrôleur à droite. Je ne ferai pas toutes les opérations puisqu'on a vu la majorité des opérations, par exemple, comme TS qui est votre cutout ou la température du set point. Donc, par défaut, on a, disons, 0 degré Fahrenheit, ça c'est votre cutout. Et on va aller choisir le type de dégivrage. Le type de dégivrage, par défaut, il va être électrique, mais on peut aussi choisir à air. Okay? J'ai mentionné pourquoi air dans la vidéo du low temp. C'est qu'on peut utiliser un door switch. Donc, si j'utilise un door switch, dans ce cas ici, ça serait dans l'auxiliaire 2 qu'on a vu juste en haut. Donc, si je viens installer, par exemple, un contact sec sur l'auxiliaire 2, donc le AU2, on va voir un petit peu plus loin, je vais venir programmer le AU2 pour faire un door switch. À ce moment-là, ben là, je peux utiliser arrêter les ventilateurs lorsque quelqu'un ouvre la porte, ce qui peut être intéressant. Fait que le KE2 adaptif, il est aussi valable en dégivrage à air parce qu'on peut, de un, faire des dégivrages à la demande et de deux, utiliser l'arrêt et départ des ventilateurs à notre avantage. L'autre valeur ici, c'est le defrost, initiation defrost. Alors, c'est quoi qui va décider? C'est soit la demande par défaut ou on peut le mettre à schedule. Donc, je vous montre ici, si j'appuie sur menu avancé, j'appuie back jusqu'à temps que je vois le premier. Donc, j'ai TS qui est mon premier set point. Mon defrost type, on l'avait dit, c'est électrique ou air. Et là, ce qui va initier le dégivrage, j'appuie, ça c'est la variable, donc j'appuie Enter pour voir la valeur. Donc, c'est demand. Si je veux schedule, ça veut dire que je vais utiliser celui-là et je vais maintenir Enter jusqu'à temps qu'il arrête de clignoter. Dans notre cas, on va garder dégivrage à la demande. Donc, ça, c'est le choix. Et là, vous voyez que comme on a choisi ici sur le diagramme le defrost initiation à la demande, ben, cette section-là vient s'annuler. Le defrost per day et la température de fin de defrost, ou le temps de defrost, pardon, ne s'applique pas. OK? Parce que là, c'est le KE2 qui va décider. Donc, ça ici, c'est annulé. C'est pour ça qu'on le voit en gris. Et nous, on va sauter directement à l'autre variable qui est notre différentiel. Le différentiel, si on voit l'écran, par défaut, ça va être 1 degré. C'est ce que j'ai là. Donc, ça serait votre cut-in. Donc, cut-out, pardon. Le TS, ça serait la température que votre réfrigération arrête. Plus le différentiel, ça serait le cut-in à ce moment-là. Donc, ici, ça pourrait être moins 10, par exemple. Moins 10 degrés Fahrenheit. Donc, votre cut-in avec un différentiel de 1, ça veut dire qu'à moins 9, le compresseur va démarrer, puis à moins 10, il va arrêter. Traditionnellement, on n'utilisait pas les... juste effacer ça. OK. Traditionnellement, on utilisait en fait un cut-in, cut-out avec un différentiel plus important. Fait que ce que ça avait pour défaut, c'est que si vous étiez, mettons, à moins 10, la qualité, c'était de dire si on utilisait jusqu'à un, mettons, moins 5, on utilisait un 5 de différentiel, bien, votre température, elle bougeait beaucoup, arrêt et départ. Ça, on faisait ça traditionnellement parce qu'électromécaniquement, on ne pouvait pas empêcher le compresseur de faire des arrêts et départs importants à chaque heure. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça. Ce qu'on vient utiliser, c'est des valeurs comme ici. On avait vu le CSH dans les modules précédents des autres types de contrôleurs. Dans ceux-là, on a vraiment un off-time. Ça veut dire que si votre compresseur atteint sa température ATS, il va rester à off 5 minutes. Ça veut dire que si quelqu'un rouvre la porte et on atteint une cotine, le système ne démarrera pas. Et si on le démarre, il y a un minimum runtime. Ça veut dire que le compresseur va fonctionner un minimum de 2 minutes. Généralement, c'est valable pour huiler le compresseur
Donc des cycles courts de 30 secondes pendant des journées ou des nuits complètes, c'est pas, c'est pas recommandé pour un compresseur. Donc ici, ce qu'on utilise, c'est 7 minutes, par exemple, quand vous faites le 5 plus 2. Fait que si vous faites 60 minutes divisé par 7, ça fait à peu près de l'ordre de 8 cycles à l'heure. OK, on va avoir à peu près 8 cycles d'arrêt-départ compresseur à l'heure, c'est ce qu'on veut. Donc ici, encore une fois, je maintiens à l'affichage. J'ai mon différentiel. Mon off-time, comme je vous disais, il est 5 minutes. Je fais back, je redescends en bas. La variable runtime minimum, ça peut être de 2. Je vais faire back, je reviens à runtime. C'est juste des valeurs par défaut qu'on ne change pas vraiment. L'autre critère, ou l'autre variable, c'est le FERF, la fan en mode réfrigération. Par défaut, est on with compresseur. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient démarrer quand on alimente la solénoïde, la valve solénoïde, les ventilateurs fonctionnent. Lorsqu'on atteint la température TS, la solénoïde arrête. Donc, on arrête les ventilateurs en mode réfrigération. Ce n'est pas en mode dégivrage. OK? Donc, ça, j'ai couvert un exemple dans le cas 2, l'OTEM, qui explique l'avantage de ça. C'est qu'on utilise le givre sur l'évaporateur et ça permet des économies au niveau du compresseur. On fait de la sublimation au niveau du système. Donc ça, c'est intéressant d'avoir cette valeur-là. Et c'est valable si vous avez un holding. Un holding, on pourrait dire en français, un système de maintien, ça veut dire que le produit rentre à la température de la chambre froide. Donc si on a une chambre à moins 10 et que le produit rentre à moins 10, il n'y a pas de problème. On peut faire cycler les ventilateurs, les faire suivre les arrêts de départ du compresseur. Si vous avez un blast, ou ce qu'on appelle de la surgélation ou du surrefroidissement, en fait. Là, on peut l'utiliser à permanent. Ça veut dire qu'en mode réfrigération, là, les fans vont être toujours permanents. En mode défrost, si vous choisissez permanent, il le sait, vous avez choisi ici votre dégivrage électrique. À ce moment-là, il va dire je la mets à off. Ici, c'est bien important, c'est la fan en mode réfrigération. Ça n'a pas rapport au dégivrage. Donc, juste pour voir encore à quoi ça a lieu. Donc, j'appuie back. Mes variables, je commence à voir mes variables. Puis encore une fois, comme j'ai le menu, mais ça va bien de suivre à côté. Donc, la fan en mode réfrigération, si je fais Enter, est à On CP. Je pourrais la mettre à permanent. Dans mon cas, je ne veux pas. Je fais back. Donc, l'autre valeur qu'on a après FERF, c'est notre AU1. Sauf que notre AU1, vous vous rappelez, par défaut, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va aller chercher coil parce qu'on veut une deuxième sonde de coil qu'on est obligé. En fait, c'est très fortement recommandé de l'utiliser, puis elle vient avec le contrôleur. Donc, j'appuie Enter pour valider cette valeur-là. Ça me ramène à AU1. Là, il me met une alarme parce que j'en ai pas, donc je vais l'enlever pour les besoins de la cause. Euh, ouais, AU1, AU1. Non, je suis rentré dans le menu manuel. Alors, je recommence. On va aller à AU1. Je fais Enter. Et là, je vais mettre une autre variable comme Disable pour pas qu'il me mette une alarme parce qu'il ne voit pas la sonde auxiliaire. Donc, Disable. Donc, vous voyez, l'alarme est disparue parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas utilisé, je l'ai mis à Disable. OK? Donc, là, dans notre cas, on le mettrait à Coil. J'aurais une deuxième sonde de coil à ce moment-là. J'ai appuyé Back une fois de trop. AU1, AU2, le state 1, j'ai pas besoin de le mettre, il était disable. Donc le AU2, lui par contre, je pourrais mettre, exemple, vous voyez ici, il y a door. Donc si je reviens au graphique un petit peu plus bas dans le AU2, OK, donc ici, je suis à AU2, je pourrais choisir door. Comme j'ai expliqué, je pourrais venir mettre un door switch ici ou un système off, un interrupteur. OK? Puis l'état de mon contact qui se trouve à être le STA state en anglais. Le state, en fait, l'état du contact, il est soit ouvert ou fermé.
Donc, dans notre cas ici, on va faire back. Donc, mon AU2, je l'ai programmé comme un door switch. Ça veut dire que lorsque l'aimant ou la porte va être ouverte, l'état du contact devrait être à open. S'il est ouvert, ça veut dire que là, il va activer l'option du door du door switch en fait. OK? Fait que ce que ça vient faire rapidement, c'est qu'on va couper les ventilateurs pendant 1 minute non ajustable. Au bout d'1 minute, si la porte est encore ouverte, le système va se pomper. OK? Donc, on vient protéger le compresseur, mais si les gens font juste ouvrir la porte, fermer, ouvrir, ils ont 1 minute à peu près pour ouvrir, fermer la porte, sans qu'on pompe le système, mais c'est plus valable. Ça empêche de rentrer l'humidité. J'ai couvert ça plus en détail dans la capsule du KE2 Low Temp, le vidéo 120. Si vous voulez plus d'infos, allez consulter ça. On peut aussi programmer le Digital Input numéro 2 comme deuxième point de consigne, qui serait ici. Et ces deux-là fonctionnent ensemble. Ça veut dire que votre client pourrait vouloir avoir 2 points de consigne pour raison XY. Donc, si vous choisissez l'auxiliaire 2 comme étant un second room température et que le contact est par défaut short, ça veut dire que quand le contact est fermé, on va contrôler le point de consigne que vous avez choisi ici dans le TS2. Et si le contact est ouvert, on va contrôler le premier set point. Donc, je vous montre ici sur le manuel. Donc, on était à AU2. Dans AU2, j'avais mis door, mais j'aurais pu mettre, par exemple, second room température. OK? Donc, si j'avais un second room température, l'état me dirait, ben, lorsque le contact est ouvert, je viendrais contrôler la deuxième valeur qui est ici. Donc, là, à ce moment-là, je viens faire Enter et je pourrais dire, exemple, si je tiens Enter, je vous rappelle qu'on peut bouger les dizaines, ça va plus vite, plus vite. Je vais de dixième à unité à dizaine. Donc, je pourrais dire, je veux par exemple plus 33 ou plus 30, par exemple. Je veux faire un cooler la nuit ou plus 40. Je voudrais juste maintenir une température pour raison XY. Je maintiens Enter. À ce moment-là, mon deuxième point de consigne est programmé comme étant 40 degrés. Ce qui va décider si je tiens 40 ou moins 10, c'est la position de mon contact que je vais avoir mis dans l'état ici de State 2. OK? Donc ça, c'est assez simple. Si vous n'avez pas utilisé, n'avez pas choisi Second Room température, vous n'avez pas besoin de vous en occuper, même si c'est marqué moins 50, il va pas, le contrôleur va ignorer cette fonction-là. Ensuite, vous voyez toute l'autre section ici qui est les defrost D1, D2 en custom ou en defrost per day. Donc, on n'a pas ça en déjurage à la demande. C'est pour ça qu'on vient sauter directement à cette valeur-là. Donc ici, on est toujours à le defrost paramètre. Donc le defrost paramètre, lui, je vous dirais, c'est des coefficients qui font partie de l'algorithme. L'algorithme, c'est des valeurs ou des équations mathématiques qui décident que le contrôleur possède pour décider, il mesure plusieurs variables pour décider s'il devrait faire un déjurage ou pas. Donc c'est un coefficient dans le fond là, pour ceux qui comprennent peut-être plus les équations mathématiques. Le coefficient, ça veut juste dire que si c'est électrique, la valeur est à 30 par défaut. Et si vous choisissez des juverages électriques, la valeur va être à 40. Très rare qu'on joue avec ça. 99% des jobs, on touche jamais à ça. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez m'appeler, je vous donnerai plus d'informations. Mais faites juste vous assurer que ces valeurs-là, c'est bien les bonnes. Parce que des fois, il y en a qui changent ces valeurs-là, puis là, le système se met à aller fonctionner moins bien. On verra ça en détail dans le troubleshooting. L'autre valeur qu'il y a, c'est le heater. Donc, le heater, c'est on peut avoir, autrement dit, permanent par défaut, ou on peut avoir pulse. C'est pas vraiment un pulse, c'est juste qu'on ouvre le système. Quand vous avez deux sondes dans l'évaporateur, à ce moment-là, si une des deux sondes, je vais juste faire peut-être un petit dessin comme ça va être plus simple. Donc, supposons que vous avez du givre sur un évaporateur, vous avez plus de givre accumulé pour raison XY. Ben, quand votre système va se mettre à tomber en dégivrage, ben, l'eau qui est ici, elle va dégoûter sur le bloc de glace qu'il y a là. Puis souvent, l'élément de l'autre côté, ben, s'il n'y a pas de glace, lui, l'eau va tomber directement
sur, exemple, l'élément de dégivrage qui serait ici, qui est à haute température, ben à ce moment-là, ça vient faire de la vaporisation. Vous allez avoir de la vapeur d'eau qui va aller s'accumuler, puis on va voir ça au-dessus de l'évaporateur. Ça pourrait être un avantage d'utiliser le mode pulse. Par contre, le mode pulse augmente votre temps de dégivrage. Fait qu'à ce moment-là, à moins que vous ayez du givre, je ne l'utiliserai pas. Vous pourriez le laisser à permanent. Permanent, ça veut dire tant aussi longtemps qu'on n'a pas atteint la température de fin de dégivrage, les éléments vont rester à on. Donc, c'est ce qu'on avait ici, le heater on. L'autre valeur que vous allez avoir aussi, c'est le DTSP, pardon, on était rendu ici, on va juste effacer ça, on était rendu à le EDIF. EDIF, c'est le extrême différentiel. Ça pourrait être comparé au mot TD de votre évaporateur. Si vous voulez plus d'infos, appelez-moi, mais par exemple, ça serait presque impossible que vous auriez un évaporateur qui serait conçu pour marcher, disons, à -20, puis votre température de pièce serait à 0. Ça veut dire que le TD est tellement important que l'évaporateur va geler. Fait que ça vient influencer un peu l'action du contrôleur. Fait qu'on touche jamais à ça. 20, c'est une valeur qu'on. Mais si vous auriez pour une raison Y quelqu'un qui aurait mis un compresseur beaucoup trop fort sur un évaporateur, ben c'est absolument pas économique de faire ça. Puis ça va givrer beaucoup. À ce moment-là, on pourrait venir jouer avec cette variable-là. Donc le EDIF, c'est l'extrême différentiel. Sinon, on y touche pas. Donc, toujours sur l'affichage ici à l'écran, je pourrais être cohérent. Donc, on avait le heater, en fait, qu'on avait dit qu'il était à permanent par défaut. On avait ici, c'était le defrost paramètre juste avant, en haut, là, le defrost paramètre, comme j'étais électrique, est à 30. OK, donc, on avait le heater qui était à permanent et le extrême différentiel par défaut, il est à 20. Donc, on peut changer. On n'a pas besoin, autrement dit, ces valeurs-là ici, là, entre l'extrême différentiel, on ne touche pas à ça. C'est très rare qu'on joue avec ces valeurs-là. L'autre valeur, euh, variable plutôt, ça serait le defrost term température. Donc, c'est la température de fin de dégivrage, en fait. Donc, lorsque vos deux sondes atteignent 50 degrés Fahrenheit par défaut si c'est électrique, alors là, il faut que les deux sondes l'atteignent avant que le système dise j'ai fini de faire mon dégivrage. OK? Donc, à ce moment-là, toujours ici, on va avoir le DTSP, donc c'est 50. OK? Donc, cette valeur-là, on peut la changer. C'est rare. On peut monter jusqu'à 50, peut-être 55, pas trop. Pas trop haut, parce qu'on a deux sondes dans l'évaporateur à ce moment-là, puis on veut faire du dégivrage à la demande. Si c'est à air, on utilise 40 degrés Fahrenheit. C'est les valeurs à utiliser par défaut. Donc ici, une fois que les températures ont été atteintes par les deux capteurs il ne fait pas de moyenne, là, les deux ont atteint le 50 degrés Fahrenheit. À ce moment-là, on va s'en aller en mode drain. Là, c'est le temps d'égouttement. Donc ici à l'écran, drain, il va faire 2 minutes. Ça veut dire qu'il ne se passe absolument rien. Le système est pompé. On arrête l'élément électrique et on veut s'assurer que les gouttelettes tombent dans le bac à condensat de l'évaporateur, tout simplement. Ensuite, on va tomber au fan délai. Ça veut dire qu'on va redémarrer la réfrigération avec ces deux critères-là. Donc, vous allez avoir un fan délai température. Lorsqu'une des deux sondes de température atteignent ces valeurs-là, 20 si c'est électrique, 35 si c'est air, le ventilateur va démarrer. Mais après 2 minutes, l'autre juste en dessous, le maximum fan délai, si après 2 minutes, on n'a pas atteint ces températures-là, à ce moment-là, le ventilateur va démarrer quand même. Donc ça ici, cette section-là, le fan délai, c'est pour s'assurer que même après le drain time, ben, s'il y avait des gouttelettes d'eau encore sur les ailettes, avant de démarrer les ventilateurs, on va s'assurer de partir la réfrigération pour regeler ces ailettes-là, ces gouttelettes-là sur les ailettes afin d'éviter qu'il y ait en fait, de l'éclaboussure d'eau là, dans la chambre froide. Là. Fait que c'est un peu le fan délai, c'est quelque chose de conventionnel là, qui est fait dans toutes les applications. Ensuite de ça, l'autre valeur qu'on va avoir, c'est juste baisser ça un peu. C'est votre fan.
en fait, pendant le dégivrage. Donc ici, si je viens chercher le fan FDF par défaut, va être à off, c'est électrique, on, c'est à air. Donc, il le sait lorsque vous avez choisi les variables. La seule différence, les variables, en fait, si vous avez choisi électrique ou defrost, il sait s'il met la fan à on ou à off en dégivrage. Par contre, si on va voir, attendez un peu, ça c'est le fan durant defrost est à off parce que j'ai choisi électrique. Mais ça se pourrait, comme j'ai mentionné dans le cas 2 l'autre thème, si vous avez un comptoir réfrigéré, même s'il y a certains comptoirs réfrigérés, même si c'est un dégivrage électrique, on voudra avoir le ventilateur à on en mode defrost. Vous pouvez venir le changer. Mais à part cette exception-là, on veut avoir la fan à off en mode dégivrage électrique, puis on veut l'avoir à on lorsque c'est à air. L'autre variable, c'est le PDT, le Pump Down Time. Ça pourrait être utilisé si on veut, par exemple, faire un dégivrage ici à l'écran, Pump Down, ça va faire 0. Mais je pourrais rajouter, par exemple, 2 minutes. Puis si je maintiens Enter, ça veut dire quand le système décide de faire un dégivrage, le système va se pomper puis il va attendre 2 minutes. Donc, normalement, votre compresseur va arrêter sur le pressostat basse pression et le système ne fera rien pendant 2 minutes. Ça peut être intéressant au go show si vous voulez vider votre évaporateur avant de faire un dégivrage pour raison XY, ben, c'est une variable qui existe, mais par défaut, il est à 0, donc il ne fera pas de pump down. Si on n'en a pas besoin, on ne le fera pas. Les autres, je vais les sauter rapidement. C'est le high température alarme, low température alarme offset. Donc, c'est la température ici qui est au-dessus, c'est 10. Si je suis au-dessus de 32, c'est 3. Pardon, 10 si je suis inférieur à 32 et 3 si je suis supérieur à 32. Fait qu'en gros, ce que c'est vos alarmes. Donc, c'est 10 degrés. Si je suis un congélateur, c'est 10 degrés au-dessus de mon set point. Et ça fonctionne ici avec le temps. Donc, ces trois-là marchent ensemble. Vous avez un offset de haute température, de basse température, et le temps, c'est 60 minutes. Donc, si j'atteins cette température-là ici de 10 degrés au-dessus de mon point de consigne ou 4 degrés sous mon point de consigne pendant 60 minutes, je vais afficher une alarme de haute ou de basse température. Donc ça, ces trois valeurs-là fonctionnent ensemble. J'ai donné plus de détails dans le cas 2 l'OTEMP à cet effet. Le ADR qui est l'adresse Modbus. Donc si vous utilisez Modbus, encore là, j'ai expliqué si vous avez plusieurs Modbus qui est raccordé sur un système pour envoyer les alarmes. On va voir ça dans la section communication. Ben, si vous avez trois, ben, il faut qu'il y en ait un qui ait le numéro 1, l'autre le numéro 2, puis l'autre le numéro 3. On ne peut pas avoir le même numéro sur le même réseau de communication. Donc, à voir plus loin. L'autre valeur finale, c'est le unit. Donc ici, on vient choisir soit Fahrenheit, soit Celsius en fonction de ce qu'on veut. Donc si je suis en Fahrenheit, donc j'appuie Enter. Si je vais aller complètement en bas du menu, un petit truc en passant, je peux aller en haut et je devrais tomber rapidement dans le bas au lieu de descendre complètement. Fait qu'encore là, quand vous avez le menu juste ici, quand vous avez le menu, vous êtes capable de voir tous les acronymes, ben, c'est beaucoup plus facile. Donc le unit ici, je vais le mettre en Celsius et encore une fois, il va faire la conversion lui-même. Donc il n'y a pas besoin de changer les unités. Donc si je reviens vers le bas, je recommence en haut à TS qui était, je crois, à moins 20. Alors, c'était à 80, pardon, on avait mis. En Celsius, j'étais à 26,6 degrés Celsius. Donc, avec ça, on a déjà changé la valeur des unités. Donc, il fait la conversion. La dernière, c'est pas une variable, en fait, ça le dit ici, c'est pas un set point. C'est juste que si on avait un alarme, comme tantôt j'avais un alarme, ben, j'ai juste à maintenir dans cette variable-là Enter. Donc, je fais juste ça. J'ai juste à maintenir Enter. Et comme je maintiens Enter, il va effacer l'alarme qu'il y a là. Ça évite d'enlever le courant sur le contrôleur si vous avez des alarmes. Alors, je pense que ça couvre pas mal le paramétrage du KE2 adaptif. Et merci d'avoir assisté à une autre formation SICO.